Hardigan. Hardigan présente Aucun regret de Marie Kubica, traduit de l'anglais par Anna Durand, lu par Léonore Boissière. Prologue. J'ouvre la porte du magasin quand mon téléphone se met à sonner. Il est enseveli dans les profondeurs de mon sac à main et je peine à le trouver. J'écarte un portefeuille et une trousse de maquillage, sachant que ma recherche sera probablement vaine. Je ne le trouverai jamais à temps. Je plonge ma main plus profondément et finis par le sortir, mais la sonnerie s'arrête presque aussitôt. C'est trop tard. Une notification s'affiche sur l'écran. Un appel manqué de Sienna. Je suis abasourdie. Je me fige dans l'embrasure de la porte et fixe le numéro qui apparaît. Mes pensées se teintent de doute et de confusion, car il est 10h du matin, et Sienna est à l'école, ou plutôt elle est censée y être. Elle m'envoie parfois des textos en douce quand le professeur tourne le dos, comme « Est-ce que je peux sortir avec Gianna aujourd'hui ? J'ai perdu ma bouteille d'eau. Tu m'as ramené des tampons ? Ma foutue calculatrice ne marche pas. » Mais en général, elle ne m'appelle pas. Des milliers d'hypothèses se succèdent dans mon esprit. Si elle était malade, c'est l'infirmière qui aurait appelé. Et si elle avait eu des ennuis à l'école, c'est le directeur qui l'aurait fait. Mais pas Sienna. Je n'ai pas l'occasion de la rappeler. Presque aussitôt, le téléphone se remet à sonner dans ma main, me faisant sursauter. C'est Sienna. J'effleure aussitôt l'écran du pouce. « Sienna, qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je en pressant le téléphone contre mon oreille. J'entre dans le magasin et laisse la porte se refermer progressivement derrière moi, étouffant le bruit de la rue, le passage des voitures et les conversations téléphoniques des passants. Ma voix stridente reflète indéniablement ma panique. Mais je me dis que dans quelques minutes, elle me reprochera d'avoir surréagi, d'avoir stressé pour rien. « Bon sang, maman, détends-toi, je vais bien », dira-t-elle en insistant sur le dernier mot. Pourtant, ce n'est pas le cas. Au début, le silence règne. Je distingue à peine un léger bruit comme une rafale de vent ou un mouvement. Cela dure quelques secondes et je conclus qu'il doit s'agir d'un appel accidentel. Sienna n'a pas cherché à me joindre. Son téléphone est dans sa poche ou dans son sac à dos et il s'est mis en marche par erreur. Elle ne sait probablement même pas qu'elle m'a appelé 2 fois de suite. Je tends l'oreille, essayant de déterminer où elle se trouve, mais sans résultat. Rien de particulier ni de révélateur. C'est alors que la voix d'un homme brise le silence. Des mots froids et mesurés, une voix trafiquée comme à travers un modificateur de voix. « Si vous voulez revoir votre fille, il va falloir que vous fassiez exactement ce que je vous dis. » Je sursaute. J'écarquille les yeux. Je perds pied et tombe à la renverse contre la porte fermée. Je presse une main sur ma bouche avec force. Et soudain, je ne peux plus respirer. Je ne parviens plus à réfléchir. Mon esprit est incapable d'assimiler ce qu'il se passe. J'éloigne le téléphone de mon oreille. Je regarde l'écran pour voir s'il s'agit d'une erreur. Et si ce n'était pas le numéro de Sienna, mais celui de quelqu'un d'autre ? Une arnaque ? Parce que ce n'est pas possible. Non, c'est impossible. Cela ne peut pas m'arriver à moi. Pourtant, c'est bien le sien. Son numéro se reflète sur l'écran. « Qui est là ?» demandai-je en pressant de nouveau le téléphone contre mon oreille. « Et pourquoi avez-vous le téléphone de ma fille ?» Et puis j'entends un cri lointain et perçant. « Maman !» hurle-t-elle. Son cri est aigu, frénétique, désespéré. Et c'est alors que je comprends que cet homme n'a pas seulement le téléphone de Sienna. Il détient Sienna. L'effroi se répand dans mes veines. Elle ne m'a pas appelée maman depuis au moins une dizaine d'années. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qui a bien pu se passer pour qu'elle retombe en enfance et m'appelle ainsi. Je me sens complètement impuissante. J'ignore où elle se trouve. J'ignore comment la trouver, comment l'aider, comment mettre un terme à tout ça. « Allez-vous-en !» gémit Sienna. Elle tremble, si bien que sa voix semble différente. Elle qui est d'habitude si défiante, si sûre d'elle, sa peur est palpable. « Laissez-moi tranquille !» sanglote-t-elle de plus belle. Elle est terrifiée, et moi aussi.
Sienna, bébé !» criai-je. J'imagine cet homme en train de la maîtriser, de lui enfoncer un bâillon dans la bouche pour l'empêcher de parler ou de crier, et Sienna en train de se débattre, de lui résister. Je m'aperçois alors que je n'ai pas scié ni respiré depuis un moment. Des larmes me piquent les yeux. « Qu'est-ce que vous lui faites? Qui êtes-vous » hurlai-je à l'homme au téléphone, si bien que les clients du magasin cessent leurs activités pour me dévisager, certains haletants et portant les mains à leur bouche sous le choc, comme si ce cauchemar était quelque chose de collectif. « Qu'avez-vous fait de ma fille? Que voulez-vous de moi ?»« Écoutez-moi, » répond l'homme dont la voix modifiée reste calme et posée, contrairement à la mienne. J'entends encore le gémissement plaintif et déchirant de Sienna derrière lui. C'est assez pour me faire plier, et pourtant je ne sais pas ce qui est le pire. Le cri de ma fille ou le cri qui s'éloigne, puis s'estompe complètement. « Où est-elle? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Pourquoi je ne l'entends plus ?» vous devez faire exactement ce que je vous dis. Exactement, vous comprenez? Je veux parler à ma fille. Laissez-moi parler à ma fille. J'ai besoin de savoir qu'elle va bien. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous êtes la seule à avoir quelque chose à perdre, Madame Michaels. Insiste l'homme. Alors fermez-la, et écoutez-moi, parce que je me fiche de savoir si votre fille va vivre ou mourir. Ce qui lui arrivera ne dépendra que de vous. Partie 1. Chapitre 1. La première fois que je la vois à l'hôpital, c'est à l'unité de soins intensifs, peu après sa sortie de chirurgie. Je me tiens devant la porte vitrée coulissante et je l'observe, allongée sur son lit d'hôpital, reliée à un cathéter central, à une sonde endotrachéale, à un moniteur de pression intracrânienne, à une sonde nasogastrique et bien plus encore. Des intraveineuses percent ses veines et lui administrent toutes sortes de fluides et de médicaments, tels que des diurétiques, des anticonvulsants et probablement de la morphine. Sa tête est enveloppée de bandages. On m'a dit qu'on lui a retiré des morceaux de crâne il y a seulement quelques heures, afin de diminuer la pression sur son cerveau. Son visage est à peine visible, caché par les tubes, et ses yeux clos sont dissimulés sous des bandages. Pourtant, ce que j'aperçois est tuméfié et marqué d'ecchymose. Ce n'est pas ma patiente. Son infirmière, Bridget, est dans la chambre avec elle et s'efforce de la stabiliser. Pourtant, mon estomac s'est retourné lorsque je l'ai vue pour la première fois à travers la vitre, allongée sur le lit. J'avais déjà entendu des rumeurs, des murmures sur ce qui lui était apparemment arrivé, sur ce qui l'avait amené ici. Je suis affectée à d'autres patients aujourd'hui. À l'hôpital, nous disposons de 30 lits de soins intensifs. Ils sont répartis en 3 groupes de 10 lits chacun, au centre desquels se trouve un poste d'infirmière. Le ratio infirmière-patient dépend de l'état critique de ce dernier. Les patients sous respirateur ou gravement atteints bénéficient d'un ratio d'une infirmière pour 2, mais pour les patients moins gravement malades, le nombre peut atteindre 4. C'est une lourde tâche. Cela signifie que malgré tous nos efforts, il nous arrive de commettre des erreurs. Comme la semaine dernière, lorsqu'un matin, une des infirmières a donné par erreur les médicaments d'un patient à une autre personne. Elle s'en est aperçue presque aussitôt, a prévenu le médecin et tout est rentré dans l'ordre, Dieu merci. Mais ce n'est pas toujours ainsi que les choses se passent. Bridget m'aperçoit par-dessus son épaule. Elle interrompt son travail et sort de la chambre pour me rejoindre près de la porte vitrée coulissante. « Salut, t'as entendu ?» me demande-t-elle alors que les portes se referment à toute vitesse en se penchant vers moi comme elle le fait toujours pour raconter des ragots. « Entendu quoi ?» lui demandai-je, tandis que mon cœur se met à battre la chamade comme pour se préparer à ce qu'elle va dire. Je suis arrivée en retard au travail aujourd'hui. J'avais un rendez-vous chez le médecin ce matin et je n'ai pu arriver qu'à midi. J'aurais dû être là plus tôt, puisque le rendez-vous s'était terminé à 9h30. Mais après ce qui s'est passé, j'ai arpenté la ville sur des kilomètres, en envisageant de prendre ma journée et de laisser quelqu'un d'autre me remplacer, même si je n'étais de garde que pour quelques heures. Finalement, je suis venue travailler. J'ai dû m'y résoudre, mais il fallait que je prenne le temps de la réflexion. Je devais agir comme si de rien n'était, car sinon, on m'aurait posé des questions. Tout le monde aurait voulu savoir où j'étais et pourquoi je n'étais pas venue. Et puis, je pensais que le travail me distrairait. J'avais tort. « Elle a sauté », annonce Bridget. « D'un pont pour piétons. » Mon souffle se coupe.
C'est de cela que tout le monde parle, cette femme qui s'est jetée d'un pont de plus de 6 mètres de haut et qui a tout juste survécu. Oui, je sais, je l'ai entendu dire. C'est horrible. Comment s'appelle-t-elle ? Kathleen, précise ma collègue. Je réfléchis à ce nom. Je me familiarise avec lui. Kathleen comment ? Beckett. Kathleen Beckett. Bridget me répond sur le même ton qu'elle emploie quand elle me fait les transmissions de fin de service, bien que cette patiente ne soit pas la mienne et qu'il ne s'agisse pas de la fin du service. Elle m'explique que cette dernière a 32 ans, qu'elle a intégré l'unité de soins intensifs après une intervention chirurgicale. Elle est néanmoins arrivée à l'hôpital par les urgences avant de subir une craniectomie décompressive en raison d'un œdème cérébral causé par une lésion traumatique. En d'autres termes, l'œdème autour du cerveau exerçait une pression sur celui-ci. Il fallait la soulager, sans quoi elle serait morte à l'heure qu'il est. Bridget poursuit son récit. Au bout d'un moment, je renonce à l'écouter, car je n'arrive pas à détacher mes yeux de cette femme. Kathleen Beckett. Mon esprit reste obsédé par le fait qu'elle n'a que 32 ans. Elle est si jeune. Je secoue la tête, atterré à cette idée. J'ai 40 ans. La différence d'âge est considérable, même si je commençais tout juste à m'épanouir lorsque j'avais moi-même 32 ans. À l'époque, j'étais persuadée que c'était les plus belles années de ma vie. J'étais mariée, j'avais un enfant, j'avais plus de confiance en moi que jamais. Je savais désormais qui j'étais et je n'avais plus à me soucier d'impressionner les autres. Kathleen repose sous une couverture dans une blouse blanche d'hôpital avec des étoiles, les bras anormalement disposés le long de son corps. Cela me rend malade, même si j'ai vu tout ce qu'on peut voir en tant qu'infirmière en soins intensifs. Cette patiente ne devrait pas me bouleverser plus que les autres, pourtant c'est le cas, mais pour des raisons différentes. « Tu penses qu'elle va s'en sortir ?» demandai-je à Bridget. « Qui sait ?» me répond-elle en parcourant les lieux du regard pour s'assurer que nous sommes bien seuls. L'espoir est un élément essentiel du métier d'infirmière. En tant qu'infirmière, nous nous devons de croire que tous nos patients survivront, même si le taux de survie d'une patiente comme celle-ci est généralement faible. La plupart du temps, ils ne survivent pas, et même si elle s'en sortait, les chances pour qu'elle ait une bonne qualité de vie sont infimes. « Ses proches sont-ils là ?» demandai-je en me basant sur la probabilité pour qu'elle ne s'en sorte pas, ou qu'elle ne soit plus que l'ombre d'elle-même à sa sortie du coma. « Pas encore. On cherche toujours à localiser sa famille. » Je la contemple à travers la paroi en verre. Elle a l'air paisible, elle semble dormir. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Le lit sur lequel elle est allongée est incliné vers le haut, de sorte que sa tête et son buste sont redressés. Sous les bandages, ses cheveux, ou du moins la partie visible, ont été rasés en prévision de la craniectomie. Je la visualise chauve. Ses lèvres enserrent la sonde endotrachéale qui maintient ses voies respiratoires ouvertes, afin que l'air du respirateur puisse atteindre ses poumons. Elle a perdu ses couleurs. Son teint est cireux et pâle dans les zones exemptes d'échymose violette. Ses blessures semblent terribles. Une hanche fracturée, une jambe cassée, les bras et les côtes cassés et bien plus encore. « Elle est jolie, pas vrai ?» demande Bridget. Je fronce les sourcils. « Comment tu peux le savoir ?» Elle est méconnaissable tellement elle est enflée, meurtrie et recouverte de bandages. « Je ne sais pas, » dit-elle. « Mais j'ai envie de le dire. C'est terrible ce qui s'est passé. » Je déglutis. Cela me demande un effort parce que ma salive est épaisse et pâteuse. « C'est tragique. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire une telle chose ?» me demande Bridget. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'en parle comme ça à moi en particulier, mais elle ne connaît pas mon histoire. Elle ne sait pas ce qui m'est arrivé par le passé. Elle n'a aucune idée de l'impact que tout cela a sur moi. Comme je ne réponds pas assez vite, elle ajoute. « Tu sais, sauter d'un pont, se suicider. » Je frémis à cette idée et secoue la tête. Je sens son regard se poser sur mon visage, le scruter, et mes joues et mes oreilles s'empourprent. « Je ne sais pas. Parmi toutes les façons de partir, pourquoi choisir celle-là ?» insiste-t-elle. Je voudrais qu'elle lâche l'affaire, mais ce n'est pas le cas. Elle continue, en murmurant pour que personne ne l'entende dans le couloir. « Pourquoi pas du monoxyde de carbone ou une dose mortelle de morphine? Ne serait-ce pas plus facile, moins douloureux ?» Elle ne se montre pas insensible,
Tout le monde ne connaît pas mon histoire familiale en matière de suicide. Je blêmis. Je ne réponds rien parce que je n'ai rien à répondre, et parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'elle a dû ressentir en tombant du haut du pont et en s'écrasant au sol. Soudain, un goût métallique envahit ma bouche. Je presse mes doigts sur mes lèvres pour le faire disparaître. Je ne peux m'empêcher de me demander si elle a perdu connaissance pendant la chute, ou bien si elle était consciente lorsqu'elle a heurté le sol. A-t-elle senti son estomac remonter dans sa poitrine, ses organes se déplacer dans son abdomen comme dans un manège de parc d'attractions, ou n'a-t-elle ressenti que la douleur brûlante de l'impact? Bridget prend congé. Elle se glisse à nouveau par la porte vitrée coulissante pour s'occuper de sa patiente. Pendant un instant, je reste immobile, l'observant exprimer une tendresse discrète en replaçant délicatement les mains de sa patiente sur son ventre, ajustant chaque doigt avec précision, en laissant sa propre main effleurer la sienne un peu plus longtemps. Je lis sur ses lèvres lorsqu'elle se penche et lui demande « Qu'est-ce que tu as fait, ma petite? Qu'est-ce que tu as fait ?» À cet instant, je ne pense qu'à une seule chose. C'est un miracle qu'elle ait survécu aussi longtemps. Chapitre 2. Ma garde se termine à 19h. Ce soir-là, je quitte l'hôpital en prenant la direction de l'Est, longeant Wellington jusqu'à Halstead, tentant de laisser mes patients derrière moi pour qu'ils ne me suivent pas en pensée. C'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai beau essayer, certains m'accompagnent toujours. En tant qu'infirmière, nous devons être en mesure de séparer notre vie professionnelle de notre vie privée, comme on classe des médicaments dans un pilulier, en utilisant des languettes en plastique épais pour les distinguer. C'est ce qu'on nous a appris à la faculté, même si ce n'est pas si facile et que cela ne s'apprend pas. Nous devons soigner nos patients, mais ne pas nous attacher émotionnellement, car à ce qu'on dit, l'attachement conduit à l'épuisement professionnel qui pousse les infirmières à abandonner une profession déjà en proie à l'hémorragie. C'est difficile, parce qu'en tant que soignant, il est dans notre nature de faire preuve de compassion, et ces deux choses, le détachement et la compassion, sont en conflit l'un avec l'autre. Le soleil s'est couché il y a déjà plusieurs heures. À cette époque de l'année, la nuit tombe tôt et vite. Les jours où je travaille, je n'ai presque jamais l'occasion de voir le soleil. Il fait nuit le matin quand je pars travailler et il fait nuit quand je rentre à la maison. Marchand, j'envoie un SMS à Sienna pour lui rappeler que j'arriverai tard et elle me répond par un rapide « Dac ». Je lui demande si elle a bien fermé la porte d'entrée et elle me confirme que oui. Ces derniers jours, la porte de notre appartement ne se ferme plus correctement. Elle finit souvent par s'ouvrir. Ce ne serait qu'un simple désagrément s'il n'y avait pas eu une série de cambriolages dans le quartier ces derniers temps. La criminalité, de manière générale, est en hausse dans toute la ville. Les vols de voitures, les vols à main armée. La semaine dernière, une femme a été suivie jusqu'à son immeuble sur Fremont Street. Elle a été agressée, tabassée et dévalisée dans la cage d'escalier. L'agresseur lui a brisé le nez et le bras. Il lui a volé son sac à main contenant tout ce qu'elle avait, son argent et ses cartes de crédit. Elle a de la chance d'être encore en vie. La police est toujours à sa recherche, ce qui me met les nerfs en pelote. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a un homme dehors, quelque part, qui agresse des femmes, et je me demande s'il est rassasié ou s'il est déjà à la recherche de sa prochaine victime. Cette idée m'empêche parfois de dormir. Le fait que Fremont ne se trouve qu'à 2 rues de chez Sienna et moi n'arrange rien. J'ai déjà demandé 2 fois au propriétaire de faire réparer la porte, mais il est très occupé. Il m'a assuré qu'il le ferait, mais ce n'est pas encore le cas. Tu as fermé la porte à clé? Oui. J'ai envie de lui demander si elle est sûre, de lui recommander de s'assurer que la porte est bien fermée à clé, mais je ne veux pas passer pour une paranoïaque ou lui donner une raison d'avoir peur, alors je lâche l'affaire. Je lui dis au revoir et je glisse mon téléphone dans mon sac. Au niveau de Halstead, je tourne à gauche et me dirige vers Belmont. Halstead est animé ce soir, bondé de gens qui rentrent chez eux après le travail. L'air est électrique, bourdonnant d'éclats de voix et du ronronnement des moteurs des voitures. Il s'est mis à neiger à gros flocons. La température n'est pas extrême, mais je rabats quand même ma capuche sur ma tête pour rester au sec. Je rentre mon menton dans le col de mon manteau, je plonge mes mains dans mes poches et j'accélère le pas. L'église se trouve au nord de Belmont, digne et majestueuse par ce temps. La neige qui tombe en ce moment lui donne un air pittoresque, comme si elle sortait tout droit d'un tableau de Thomas Kincaid. Lorsque j'arrive à Belmont,
J'attends le passage du bus 77, puis je traverse la rue en courant jusqu'à l'église. Le bâtiment est de style gothique Tudor, flanqué de hautes tours au pied desquelles un escalier abrupt en béton mène à 3 rangées de solides portes en bois cintrées et entourées de vitraux. L'église est attenante à l'école paroissiale, de sorte que l'ensemble occupe presque tout un pâté de maisons. Je gravis les marches, pousse les lourdes portes en bois et entre, appréciant que celles-ci se referment et que la ville s'éloigne derrière moi. L'intérieur du bâtiment contraste avec l'extérieur. Le silence et la chaleur y règnent en maître, tandis que les lumières tamisées créent une atmosphère de calme et de sérénité. Devant moi, au-delà d'une autre série de portes, se trouve la nef, où s'alignent des rangées et des rangées de bancs vides et des vitraux éthérés. Une femme se tient seule devant l'avant-nef, juste devant moi. Elle porte un manteau d'hiver blanc qui lui descend jusqu'aux cuisses et un bonnet noir. Elle semble très soignée, tandis que je porte mes chaussures de sport et ma blouse de travail bleu ardoise. Elle est douce et ridiculement confortable, mais elle n'est pas vraiment à la mode. Sienna serait intraitable avec moi si elle savait que je la porte à nouveau en public. « Vous avez l'air perdu », dis-je en souriant tout en essuyant mes chaussures sur le tapis avant de m'avancer. La femme doit avoir mon âge, si ce n'est qu'elle semble un peu plus jeune. C'est une brune aux yeux sombres et à la peau olivâtre qui s'harmonise parfaitement avec son manteau blanc. Elle porte un jean moulant rentré dans une paire de bottes d'hiver à semelles en caoutchouc et au revers duveteux. Je regrette aussitôt mes baskets, car la neige pourrait être assez profonde ce soir pour réussir à s'infiltrer dans mes chaussures lorsque je rentrerai à la maison. La femme s'esclaffe, se moque d'elle-même d'un petit rire nerveux qui tient du ricanement. « Je crois bien que oui », répond-elle en parcourant la pièce du regard, alors que rien ni personne ne lui indique la direction à prendre. « Je ne sais pas si c'est ici que je dois venir. Vous êtes là pour le groupe de soutien aux divorcés ?» Un autre petit rire nerveux, mais cette fois empreint d'autodérision. « C'est si évident que ça ? Non, bien sûr que non, m'empressai-je de répondre. C'est juste que j'y vais moi-même, et que je ne suis pas certaine qu'il y ait d'autres réunions ici ce soir. Il n'y a généralement que nous. J'inspire et j'ajuste mon ton. Vous n'avez pas besoin d'être nerveuse, dis-je, espérant ne pas outrepasser mon rôle, mais interprétant sa posture et son langage corporel. Je veux dire, c'est normal d'être nerveuse. Tout le monde est nerveux la première fois qu'il vient ici, mais il n'y a vraiment aucune raison de l'être. Je m'appelle Megan, me présentai-je en m'approchant suffisamment pour lui tendre une main qu'elle saisit dans la sienne, chaude malgré le temps qu'il fait dehors. Je me demande depuis combien de temps elle attend dans l'avant-nef que quelqu'un vienne l'aider. Megan Michaels. Son expression change, elle baisse la tête et ses sourcils se rejoignent, tandis qu'une sorte d'incrédulité s'empare de son visage. Elle écarquille les yeux, comme pour mieux me comprendre. Megan Michaels, lycée de Barrington, promotion 2002 demande-t-elle. Je hoche faiblement la tête, mon cerveau tentant de faire le lien. J'ai en effet fréquenté le lycée de Barrington, mais c'était il y a si longtemps. Il se trouve à environ 1 heure de là où je vis à présent, mais mes parents ont déménagé 1 an après l'obtention de mon diplôme et je n'y suis pas beaucoup retournée depuis. Je n'ai d'ailleurs pas réussi à garder le contact avec mes amis du lycée. « C'est vraiment toi ?» me demande-t-elle comme si elle percevait la ressemblance entre moi et l'adolescente que j'étais. « C'est moi !» ajoute-t-elle en portant une main à sa poitrine. « Nat Cohen, Nathalie, on était au lycée ensemble. »« Oh mon Dieu !» m'exclamai-je, à la fois heureuse et choquée. Nathalie Cohen, Nat. Je n'avais pas entendu ce nom depuis plus de 20 ans. Elle semble avoir changé, mais il en est de même pour tout le monde. Son visage s'est aminci, perdant en rondeur, et ses cheveux sont bien plus longs que dans mes souvenirs. Elle avait un carré court et droit, depuis aussi longtemps que je me souvienne, et je me demande quand elle a pris la décision de les laisser pousser. Elle a désormais de magnifiques cheveux longs. Elle est magnifique. Nat a toujours été jolie, mais elle avait un côté garçon manqué au lycée qui a disparu depuis. Elle a incroyablement bien vieilli. Sa peau est dépourvue de rides, contrairement à la mienne, et au fond de moi, je me demande si elle a eu recours au botox, à l'acide hyaluronique ou à d'autres types d'injections, ou si elle a juste eu la chance d'avoir hérité de bons gènes. Nat et moi étions dans la même classe en terminale. Nous jouions au tennis ensemble, mais elle a toujours été bien meilleure que moi. Je la serre dans mes bras, consciente de l'effet réconfortant que me procure la proximité de quelqu'un de mon passé. Je m'en imprègne, je m'y accroche un instant de trop.
Des souvenirs du lycée remontent à la surface, des moments simples et heureux qui me rendent nostalgique. En la relâchant, je lui confie. Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment toi. Comment tu vas? Tu habites où maintenant? Tu joues toujours au tennis? Je ne peux pas m'empêcher de lui poser des questions. J'aimerais lui en poser davantage, mais comment rattraper 20 ans, surtout quand il ne reste que quelques minutes avant le début de la séance? J'ai connu des jours meilleurs, répond-elle. Mon Dieu, bien sûr, c'était une question stupide. Me confonds, j'en excuse, me sentant insensible, voire même stupide, alors que nous nous apprêtons à assister à une séance sur le divorce. Aucune des personnes qui assistent à ces réunions ne vit sa meilleure vie. Nous sommes tous dans une situation incertaine, nous efforçant de trouver un moyen d'aller de l'avant et d'être heureux. Tu t'es laissé pousser les cheveux? Dis-je, parce que même avec un chapeau, ces longues mèches lui arrivent à quelques centimètres de la clavicule. J'adore, ça te va bien. Merci, dit-elle. Ce vieux carré hirsute devait disparaître. Tu es magnifique, vraiment. Depuis combien de temps attends-tu ici? 10 ou 15 minutes, tout au plus, répond-elle visiblement apaisée maintenant qu'elle est avec moi. Je ne sais pas si je devrais être ici. Je ne sais pas si j'ai envie d'être ici. Non, je comprends, lui dis-je. Tu n'es pas la seule. La première fois, je ne suis même pas entrée. Je suis venue jusqu'au bâtiment, mais quelque part à l'extérieur, j'ai changé d'avis. J'ai eu si peur que j'ai fait demi-tour et je suis rentrée chez moi. J'étais persuadée que les gens seraient insupportables et que nous n'aurions rien d'autre en commun que le fait d'être tous divorcés. Je suis revenue quelques semaines plus tard et cette fois je suis entrée. J'ai beaucoup aimé ce lieu et les gens. Ils ne sont pas insupportables, mais plutôt sympathiques et bienveillants. Tu les apprécieras, je pense. Voilà, c'est par là, indiquai-je en faisant un pas vers l'escalier pour qu'elle me suive. Viens avec moi, on pourra rattraper le temps perdu après la réunion, quand nous aurons plus de temps. J'ai tellement de choses à te demander. Derrière nous, les lourdes portes de l'église s'ouvrent à nouveau, et je me retourne devant la soudaine déferlante de bruit urbain qui s'infiltre dans l'ambiance feutrée. Lewis, un autre membre du groupe, entre. Du coin de l'œil, je vois Nat sursauter à son arrivée, ses réactions semblant disproportionnées par rapport au bruit. Je l'observe alors que son regard est rivé sur Lewis, qui foule le tapis de ses lourdes bottes, la neige lui collant aux pieds, nous rappelant la tempête qui sévit dehors. Elle ne se détend que lorsqu'il abaisse sa capuche et qu'elle peut mieux le voir. Un visage rond et enfantin, des yeux bienveillants qui contrastent avec sa taille imposante. Son corps se relâche et ses mains se décrispent lentement. Il devrait tomber une dizaine de centimètres de neige ce soir, mais les prévisions sont toujours très imprécises. Il pourrait tomber une trentaine de centimètres de neige, comme il pourrait en tomber 5. « Superbe soirée !» dit Lewis en nous dépassant. Je n'arrive pas à savoir s'il est taquin ou non, même si la nuit est réellement magnifique. La première chute de neige de la saison a quelque chose de magique. Mon regard se pose à nouveau sur celui de Nat alors qu'il disparaît dans les escaliers. « Ce n'est que Lewis », dis-je en me demandant ce qui à son arrivée l'a tant effrayé. « C'est quelqu'un de bien. Sa femme l'a quitté pour un autre quand il a démissionné de son travail de cadre très rémunérateur pour faire quelque chose qu'il trouvait plus gratifiant. Il s'est avéré qu'elle aimait son argent plus qu'elle ne l'aimait lui. « Tu en penses quoi ?» demandai-je avec un signe de tête en direction de la salle où les pas disparurent. « Tu veux faire un essai? Tu n'es pas obligé de prendre la parole. Tu peux juste écouter, » ajoutai-je. Faye, l'animatrice, est psychothérapeute, mais comme nous tous, elle est aussi divorcée. Elle répète à l'envi que c'est un lieu sûr où l'on peut s'écouter, se soutenir, se donner les moyens d'agir et se sentir moins isolé par nos divorces. Cela dit, la première fois que je suis venue ici, j'étais réticente à m'ouvrir. J'allais me contenter d'écouter et d'observer. Je me souviens de la façon dont je me suis assise sur ma chaise, scrutant le cercle de visages qui m'entourait, chaleureux, ouverts et réceptifs. Mes nerfs à vif se sont apaisés, et lorsque Faye a demandé ce soir-là si quelqu'un souhaitait partager son histoire avec le groupe, j'ai senti ma main se lever instinctivement. « Je suis divorcée », ai-je dit en percevant un petit tremblement dans ma voix et en me demandant si quelqu'un d'autre que moi pouvait l'entendre. « Mais je suppose que vous le savez déjà, sinon pourquoi serais-je ici ?» Je m'étais moquée de moi-même à l'époque. Les autres avaient ri aussi, avec moi, pas de moi, et j'avais trouvé cela réconfortant. J'ai pu leur raconter les mois qui s'étaient écoulés depuis que j'avais demandé le divorce. Dire que j'ai eu du mal à m'en sortir est un euphémisme,
même si c'est moi qui l'ai quitté. Je l'ai cherché d'une certaine manière, c'était ma décision. J'ai pris une inspiration, notant que le tremblement s'était dissipé. Je pense que ce qui rend les choses si difficiles, c'est que je ne connais personne d'autre qui ait divorcé. C'est étrange parce qu'environ 50% des mariages se terminent par un divorce, n'est-ce pas? Comment est-il possible qu'aucune de mes connaissances n'ait connu une telle mésaventure? J'ai l'impression d'être une sorte d'anomalie. Personne ne comprend vraiment ce que je traverse. J'ai des amis formidables qui font preuve d'une grande sympathie, mais je me suis éloignée d'eux ces derniers mois. Nous n'avons plus grand-chose en commun. Le divorce, c'est beaucoup de choses à gérer. Élever seule ma fille, gérer les droits de garde et de visite, modifier mon testament, mon nom de famille, me débarrasser du compte commun, essayer de me constituer ma propre solvabilité, parce que tout ce que nous partagions était au nom de Ben et que je n'ai pas beaucoup d'historique de créances. Je ne peux en parler à personne de mon entourage. Je me souviens que je m'étais interrompue et que j'avais pris une grande inspiration, gênée d'avoir révélé bien plus que ce que je voulais dire, mais aussi parce que c'était un moyen de me libérer. Je suis désolée, je ne voulais pas en dire autant. Non, avait murmuré Faye. Non, ne sois pas désolée. Ne t'excuse jamais, Megan. C'est pour cela que nous sommes ici, pour nous écouter et nous soutenir mutuellement. Toutes les personnes présentes dans cette salle sont confrontées au même problème. Tout autour de moi, le groupe acquiesçait. Puis elle m'a demandé de parler de Ben au groupe. Au début, je ne savais pas trop comment le décrire. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il me faisait rêver. Nous étions au lycée à l'époque, où des choses comme une carrière et des enfants étaient si loin que nous n'y pensions pas. Il n'existait pas même dans notre imagination la plus folle. Plus de 20 ans plus tard, je n'étais pas heureuse. Ben n'était pas heureux. Sienna, par définition, n'était pas heureuse non plus. Je me disputais tout le temps avec lui. Il était tellement absorbé par son travail que les demandes de sa famille le contrariaient. Il pensait que j'étais insensible, que je ne le soutenais pas ou que je ne soutenais pas sa carrière, ce qui n'était pas mon intention. Je voulais simplement qu'il nous accorde plus d'attention à Sienna et à moi. J'ai alors commencé à me dire de plus en plus souvent que je me porterais mieux sans lui, parce qu'il valait mieux être seul et isolé que de se sentir négligé et ignoré. Pourtant, pendant des années, la peur de l'inconnu m'a empêché de le quitter. La raison pour laquelle je suis finalement partie n'était pas tant pour moi, mais plutôt pour Sienna, car je ne voulais pas que notre mariage soit un modèle pour elle. Je voulais qu'elle sache qu'un mariage pouvait aussi être empreint d'amour, de bonheur et de respect mutuel. Jusqu'à ce que je commence à venir, dis-je à présent à Nat, j'imaginais peu de choses pires que d'entrer dans une pièce pleine d'étrangers pour leur raconter les détails de l'une des expériences les plus douloureuses de ma vie. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce qui est pire, c'est de le vivre seul. Je marque un silence pour laisser mes paroles s'imprégner dans son esprit, puis je demande, en faisant de nouveau un signe de tête vers les marches. « Qu'en penses-tu? Tu veux essayer ?»« D'accord, » cède-t-elle. Nous descendons ensemble les marches jusqu'à la salle paroissiale, où les larges tables rondes ont été déplacées pour laisser place à un cercle de chaises pliantes noires au centre de la pièce. Faye a déjà commencé la réunion lorsque nous arrivons, et nous nous glissons donc dans les 2 dernières chaises qui se trouvent de part et d'autre du cercle. J'observe Nat de loin, se dépêtrer de son manteau et le poser sur le dossier de la chaise. Elle reste silencieuse tout au long de la réunion. Elle écoute, mais ne parle pas, et je ne lui en veux pas. À un moment donné, elle enlève son chapeau, et lorsqu'elle passe une main dans ses cheveux pour en repousser les mèches, j'aperçois un hématome sur le haut de son front. J'y regarde à 2 fois, surprise par la taille de l'ecchymose et par sa couleur rouge vif. Quoi qu'il se soit passé, c'est arrivé récemment, peut-être même aujourd'hui. Je la fixe plus longtemps que nécessaire, me demandant comment cette ecchymose s'est retrouvée là. J'ai déjà fait ma part de bêtises et de maladresse, et c'est peut-être tout ce que c'est. Mais c'est peut-être plus grave. Nat lève les yeux à cet instant et nos yeux se croisent. Je déglutis et force un sourire coupable, gênée d'avoir été surprise en train de la dévisager. Par instinct, elle lève la main vers l'ecchymose. Elle la palpe, passe ses doigts sur la bosse douloureuse, puis rabat des mèches de cheveux pour la recouvrir. Et comme si elle craignait que cela ne suffise pas, elle remet son bonnet en laine. Je détourne le regard, j'essaie de prêter attention à ce que disent les autres, mais mes yeux reviennent sans cesse sur Nat. L'ecchymose a disparu, mais je ne l'ai pas oubliée. À la fin de la réunion, j'attrape mon manteau et je rejoins Nat.
Mais avant que je ne l'atteigne, une autre femme, Mélinda, s'approche de moi et m'interpelle. « Hé Mégane, t'as une minute ?» Elle n'attend pas de réponse et j'observe Nat qui me jette un coup d'œil avant de glisser ses bras sous son manteau et de se diriger vers l'escalier. « Je voulais te poser une question sur l'école où va ta fille, en particulier sur le processus d'admission et l'examen d'entrée. Mon aîné va bientôt entrer au lycée et nous venons de commencer à nous renseigner sur les écoles privées de la région. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est impressionnant. » Lorsque j'arrive enfin à l'étage, Nat s'est dirigée vers l'entrée. Elle est trop loin pour que je puisse la rattraper, et je ne peux donc que la regarder pousser les lourdes portes en bois et apercevoir les monticules formés par la neige qui tombent latéralement et qui s'engouffrent à l'intérieur. Dehors, Nat s'arrête pour examiner les visages des passants. Elle remonte sa capuche et lâche la porte qui se referme lentement. Avant qu'elle ne se soit totalement refermée, je vois Nat se fondre dans un groupe de passants. Plus tard, je sors de l'église dans le froid et la neige, seule, mon souffle formant de petits nuages quand je respire. Je me demande si je reverrai Nat et si elle reviendra. En marchant, je repense à l'ecchymose, moins à la blessure elle-même qu'à la façon dont Nat l'a si vite dissimulée. Je m'inquiète pour elle. Je me demande où elle va et qui elle va retrouver. Au cours de la dernière heure, la neige s'est considérablement intensifiée, s'accumulant sur les trottoirs et dans les rues. Les voitures et les bus circulent lentement. Certaines rues seront désormais interdites au stationnement pendant la nuit, afin que la municipalité puisse déneiger avant l'heure de pointe du lendemain matin. Je prends la Red Line en direction du nord. Il est près de 21h, et je me sens mal à l'aise dehors à cette heure de la nuit, inquiète pour moi et pour Sienna qui est seule à la maison. Je ne me suis jamais sentie en danger dans cette ville, jusqu'à la récente vague de vols et d'agressions qui a mis tout le quartier sur les nerfs. Je descends du métro à Sheridan et je marche d'un bon pas. Je n'ai rien d'autre en tête que de rentrer chez moi, d'être à la maison et de voir par moi-même que la porte de notre appartement est fermée et verrouillée et que Sienna va bien.